Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Là, je vais faire une vidéo sur l'aménagement de son jardin. Donc, c'est plutôt pour les débutants, pour ceux qui ne savent pas comment s'y prendre, quoi mettre, où, à quel endroit, etc. Donc là, voilà, je vous propose un petit aménagement pour un potager été-hiver. Donc là, ce sont des planches de 1 mètre. C'est-à-dire que lorsque vous serez de ce côté-là, avec votre main, vous pourrez accéder au milieu de la parcelle. Et même chose de ce côté-là, quand vous serez là et que vous tendrez la main, vous pourrez accéder au milieu de la parcelle. C'est pour ça que c'est très important de respecter 1 mètre de largeur. Ensuite, pour la longueur, on va dire que pour 3 personnes, 4 mètres. Et au-delà de, enfin pour, allez, on va dire à partir de 4-5 personnes, plutôt 6 mètres de longueur. Pour ce qui est de ça, ce sont donc des allées ici, là. Ça, c'est l'allée centrale. Et ça, ce sont des allées, les allées là. Donc ça, faut que ça fasse 50 centimètres. Et ça, faut que ça fasse 1 mètre. Donc pour l'allée centrale, là, c'est important de respecter 1 mètre de largeur. C'est pour passer avec la brouette. Si jamais vous avez des apports de fumier, de compost, etc., c'est mieux enfin, il faut pouvoir passer avec la brouette, quoi. Pour ce qui est ici, là, bon, c'est pas grave hein, si vous passez pas avec la brouette, parce que le problème c'est que si on met 1 mètre après sur la totalité de toutes les cultures là, ça va faire un jardin extrêmement grand. Si vous avez la place, vraiment, vous avez vraiment beaucoup de place. Dans ces cas-là, mettez 1 mètre ici. Et pour ceux qui n'ont pas trop de surface, à ce moment-là, mettez que 50 centimètres. Pour ce qui est ici, là, même chose, hein, si vous n'avez pas trop de largeur dans votre jardin, bon bah vous mettez 50 centimètres et si vous avez suffisamment de place, vous mettez 1 mètre de largeur là. Sinon, autrement, donc là, il y a des cuves ici. Ici, 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 ici. Donc ça, c'est pour l'arrosage. Donc ça, ce sont des cuves, on va dire, par exemple, de 200-300 litres. Donc c'est pas des très grosses cuves, hein. Et avec cette cuve-là, vous arrosez toute cette partie ici. Avec celle-là, vous arrosez toute cette partie ici. Même chose avec celle-là ici. Et avec celle-là ici. Bon, c'est quand même mieux d'utiliser des cuves d'eau parce que c'est plus pratique et c'est surtout plus rapide pour arroser. Parce que si vous arrosez avec le tuyau d'arrosage, franchement, on met beaucoup plus de temps, puisque voilà, on est avec la paume, enfin avec l'arrosoir à faire du surplace en attendant que l'eau, voilà, s'écoule. Tandis qu'avec l'arrosoir, c'est 10 fois plus rapide, c'est-à-dire qu'on arrive, hop, on verse et c'est terminé, quoi. Donc c'est pour ça que moi, au début, j'arrosais au tuyau d'arrosage et je me suis vite aperçu qu'en fait, on mettait beaucoup plus de temps pour arroser qu'avec avec un arrosoir. Donc faites l'essai, vous voyez, hein, combien de temps vous mettez pour arroser avec un arrosoir et avec un tuyau d'arrosage, vous allez voir, on va beaucoup plus vite. Je pense peut-être 2 à 3 fois plus vite avec un arrosoir qu'avec un tuyau d'arrosage. Par contre, il faut que les cuves d'eau soient à proximité des zones de culture à arroser, quoi. Donc c'est pour ça que là, elles sont juste à côté. Voilà, il y a juste à plonger l'arrosoir dedans et ensuite verser directement sur les cultures et en 2 secondes c'est fini, quoi. Donc l'avantage d'utiliser de l'eau en cuve par rapport à l'eau du robinet, c'est que vous aurez une eau à température ambiante puisqu'elle sera exposée aux températures extérieures. Et aussi que le chlore, parce qu'il y a de chlore dans l'eau de ville, il va s'évaporer, quoi. Donc voilà, donc c'est intéressant ça, par rapport à l'eau du tuyau, ça évite d'avoir un choc thermique et une eau trop froide. Alors, donc là en bleu, là, qui fait tout le tour donc du terrain, là, ça c'est une, entre guillemets, hein, c'est une barrière anti-limaces. C'est-à-dire que on va creuser une tranchée tout autour du terrain. Donc la profondeur, c'est on va dire 10 à 15 cm et la largeur, c'est la largeur d'une bêche. Parce qu'il faut utiliser une bêche hein, pour faire ça. C'est assez rapide, hein, franchement ça ne mettra pas beaucoup de temps. Donc on va dire la largeur, donc largeur de la bêche et la profondeur 10-15 cm. Et à l'intérieur on mettra du sable. Parce que les limaces n'aiment pas le sable. Ce qui fait que, admettons qu'il y a une limace qui arrive par là, là.
s'il n'y avait pas de tranchée, donc elle filera directement, sans obstacle, directement sur vos cultures. Tandis que là, elle va arriver, elle va se retrouver donc avec une tranchée, donc elle va tomber dans le trou. Ensuite, elle va se retrouver avec du sable, elles n'aiment pas le sable. Donc, et ensuite, il va falloir qu'elle remonte ensuite la tranchée pour aller sur vos cultures. Donc ça va quand même, vu les obstacles, ça va quand même limiter le nombre d'arrivées de limaces sur vos cultures. Bien sûr, il y en aura forcément qui passeront, mais ça va limiter le nombre. Donc là, la terre que vous allez récupérer, là, il faut surtout pas la jeter, hein. Il faut la garder, vous la mettrez dans un coin. Elle servira plus tard pour le compost, pour ajouter de la terre dans le compost pour accélérer donc la dégradation. Et si ça servira aussi pour faire les carottes, mais bon, je vous expliquerai ça plus tard. Donc là, faut stocker ça dans un coin et puis voilà, ça attendra au printemps. Donc en rouge, ça c'est un brise-vent. Donc pour ceux qui auraient beaucoup de vent sur leur terrain, si vous voulez, vous pouvez installer donc un brise-vent. Ça coûte pas cher, c'est facile à installer et puis comme ça après vous serez plus emmerdé par le vent. Donc là vous avez à la fois des cultures d'été, à la fois des cultures d'hiver. Donc pour les cultures d'hiver, comme vous n'avez pas de serre, à la place vous mettrez des tunnels nantais. Donc je ferai une vidéo sur les tunnels nantais, je vous montrerai un tunnel nantais. Un peu particulier parce que je l'ai amélioré pour qu'il résiste aux chutes de neige. Donc le tunnel nantais, ça sert pas uniquement que pendant l'hiver, hein. Ça peut aussi servir tout le reste de l'année, par exemple en mettant un filet anti-insecte dessus. Ça permettra d'empêcher aux papillons de pondre des chenilles. Ça permettra aussi, par exemple, aux radis de ne pas être attaqués par les altis, etc. Donc c'est un truc qui sera en place quasiment toute l'année. Donc ça sera avec soit avec des filets de protection, soit avec une bâche pour l'hiver, etc. Donc je vous expliquerai ça, mais ça, voilà, ça peut, c'est intéressant les tunnels nantais. Donc là, je vous ai souligné en vert les légumes d'hiver pour les différencier des légumes d'été. Donc sur la première planche, si on met des patates, alors les patates ça va occuper la parcelle d'avril jusqu'à fin d'été. Ensuite, après, on pourra enchaîner par des épinards. Donc les épinards, le semis en général, faut mieux le faire le 8 août dans des barquettes, comme ça en attendant, le terrain il peut rester occupé par des patates. Là, donc les patates, bon pareil, ça va être récolte fin d'été, suivi par de la mâche. Donc la mâche, le semis se fera en barquette, pareil, vers le 15 août, pour un repiquage après en septembre. Les épinards, ça sera un repiquage pareil en septembre aussi. Pour les choux Bruxelles, là ça va occuper la parcelle de avril jusqu'à l'année d'après quoi, puisque les choux Bruxelles on va commencer à les récolter que au mois de novembre, à partir du mois de novembre, en sachant qu'ils sont meilleurs, ils seront plus sucrés avec les gelées, donc c'est mieux d'attendre les premières gelées avant de commencer à les consommer. Là ici ça sera des porte-graines. Alors les porte-graines c'est pour faire toutes les graines en fait. Donc là, on mettra par exemple des radis pour les faire monter à graines, on mettra des salades, etc. Comme ça occupe uniquement cette parcelle-là et ça évite de se retrouver dans d'autres parcelles. Ça nous empêcherait de mettre des cultures. Donc là, les concombres. Donc j'ai mis deux semis pour les concombres parce qu'en général, les concombres, à partir. Parce que là, le premier semis, on va le faire vers avril. Et le problème, c'est qu'en général, arrivé, parce que ça dure, c'est une culture qui dure 3 ou 4 mois maximum, mais après, ça a tendance à moins fournir. Enfin, ça dépend des variétés, mais si c'est pas un F1, voilà, souvent, des fois, ça finit par moins produire. Donc, c'est mieux d'enchaîner avec un deuxième semis, par exemple en juin, comme ça, on peut commencer à récupérer en août et puis continuer derrière le plus loin possible. Donc là, les salades, c'est des salades d'été et d'hiver sur la même parcelle. C'est-à-dire que, parce que là, bon, comme ça fait 4 mètres, 4 à 6 mètres de longueur, on va pas semer, euh, là ça ferait, je sais pas, peut-être moins 25-30 salades, ça ferait beaucoup trop. Donc c'est mieux
Si on se base par exemple, c'est mieux d'avoir par exemple se baser sur une salade ou deux par semaine. Donc faut mieux essayer d'en faire 6 tous les mois, etc. Donc on fait une rotation, enfin on en fait 6 après le mois d'après on en fait 6 autres, le mois d'après encore 6 autres, etc. pour toujours en avoir quoi. Là les betteraves, là c'est à la fois les betteraves d'été et d'hiver. C'est-à-dire qu'on va tout semer directement en même temps à partir de avril. Et puis les premières, on les commencera à les manger dès l'été, quoi. Et puis les autres, on continuera à les manger pour l'hiver, quoi. Là, les tomates cerises. Donc sur cette parcelle, ouais, on va mettre que des tomates cerises. Là, on met des tomates normales, c'est-à-dire soit que des grosses, ou enfin ce qu'on veut, quoi. Parce que le problème des tomates cerises, souvent, il faut pas les tailler. Donc les branches, voilà, vont aller partout dans tous les sens. Donc c'est mieux de les séparer comme ça. Là, ça va être un peu le bordel parce que ça va tomber de partout. Et puis là, ouais, ça sera un peu plus maîtrisé, quoi. Les courgettes, bah c'est pareil, hein, c'est un peu comme les concombres. Voilà, on fait un premier semis d'avril, et puis on en fait un deuxième à partir de juin. Comme ça, ouais, on peut en manger encore assez tard dans la saison. Donc là, les aubergines. Donc les aubergines, c'est pareil, ça va être vers avril pour un repiquage après. Ah oui, faut dire aussi que les courgettes, c'est pareil, le repiquage, il va se faire. C'est le semis qui est en avril, mais le repiquage, il se fait un peu plus tard, quoi. Donc, mais de toute façon, tout ça, je le repréciserai au fur et à mesure. Donc là, après les aubergines, bah, on mettra des. Donc là, les aubergines, on peut les garder jusqu'on va dire jusqu'à la fin, hein. Par exemple, moi, je les laisse en place jusqu'à allez, novembre, octobre, et puis après, novembre, décembre, puis après on enchaîne avec des salades de printemps qu'on va manger à partir du mois de février-mars. Alors les melons, il y a deux semis là, parce que les melons c'est un peu particulier. Le problème c'est que si on fait qu'un seul semis avec une seule variété, on risque de tous les avoir à manger en même temps, parce que souvent la récolte elle est groupée. Moi, par exemple, j'ai des melons Savor F1 et le problème, c'est que en l'espace d'une semaine, ils mûrissent tous. Donc là, si on met deux planches avec la même variété de melons, on va se retrouver avec 20-30 melons à manger en l'espace d'une semaine ou deux, quoi. Donc le mieux, c'est de faire soit deux variétés différentes, une précoce et une tardive, ou alors faire une même variété mais en décalé, quoi. Par exemple celle-là on va la semer en avril et puis celle-là on va la semer un mois plus tard pour décaler la récolte. Par exemple là souvent la récolte façon des melons c'est en général début août. Bon celle-là on peut l'espérer la voir fin août pour éviter voilà pour créer un petit décalage. Ensuite, les petits pois. Donc là, les petits pois, ça va être dès début mars. La récolte, elle va se faire en général vers fin juin, début juillet. On enchaînera ensuite plus tard par des brocolis. Alors les brocolis, donc on va les semer soit vers le 15 août ou pas 15 août, 15 juillet, 15 juin ou 1er juillet. Là, pareil, ça va être des petits pois aussi, enchaînés par des choux-fleurs. Donc là, ça va être pareil que les brocolis, soit le 15 juin ou le 1er juillet, pour une récolte début d'hiver, quoi. C'est-à-dire à partir de décembre. Là, on a donc. Ah oui, il faut savoir aussi que là, les petits pois, donc ça récupère en fait l'azote de l'atmosphère et ça le remet dans le sol. Donc là, ça tombe bien parce que les brocolis, justement, et les choux-fleurs, les choux en général, donc adorent l'azote. Donc ils vont récupérer l'azote qui aura été laissé dans le sol par les petits pois.
Là, les haricots verts, ça c'est la même chose, hein, ça récupère l'azote et ça le met aussi dans le sol. Donc ça tombe bien parce que là, les épinards, ils adorent ils adorent l'azote. Donc là, ça va être un troisième semis d'haricots verts. Là, ça va être un premier semis d'haricots verts. Parce que le problème, les haricots verts, c'est que voilà, c'est mieux de faire des semis étalés pour éviter de se retrouver avec une récolte groupée. Comme ça, on fait différents semis pour avoir différentes récoltes à différentes dates. Donc là, sur la totalité du terrain, là, il doit y avoir 3 semis. Alors les dates de semis, je les ai plus en tête, mais le premier il doit se faire vers avril, je pense. Enfin, ouais, vers avril. Donc là, sur cette planche-là, donc une fois que les haricots verts ont été récupérés, on mettra des épinards. Alors il y en a aussi sur l'autre planche, mais les épinards, c'est mieux d'en avoir beaucoup parce que bon, ça, une fois que ça fond dans la casserole, il reste plus grand-chose. Donc plus on en a, mieux c'est. Sachant qu'en plus les limaces adorent ça, donc voilà, c'est mieux de prendre ses précautions et d'en avoir un maximum. Là, ce sera des haricots verts suivis de fenouil et de rutabaga. Donc ça va être les fenouils, le semis, ça va être début juillet. Et les rutabagas, ça doit être mi-juillet, un peu plus tard. Parce que les fenouils, c'est pas trop grave à la limite si on les plante assez tôt. Bon, pas trop tôt non plus pour pas qu'ils montent à graines. Mais par contre, les rutabagas, faut pas trop les semer trop tôt, hein. Parce que j'avais fait l'expérience une année, je crois que je les avais semés soit début juin ou mi-juin, un truc comme ça. Et ils ont tellement grossi qu'ils sont devenus énormes, et énormes. Franchement, pratiquement, je pense, ça devait faire 5-10 kilos, tellement c'était énorme. Donc ça sert à rien, c'est ridicule parce que là ça devient trop gros. Donc voilà, c'est mieux à ce moment-là de les mettre un peu plus tard. Donc là pour les carottes, donc moi sur la même planche, je mets à la fois les carottes d'été et à la fois les carottes d'hiver. C'est-à-dire qu'on sème tout en même temps, on va dire vers mars. Et il y a deux possibilités après. Soit on met pour les carottes d'été une variété précoce et pour l'hiver une variété plus tardive, quoi. Par exemple, pour les carottes d'été, on peut mettre des carottes nantaises et puis pour l'hiver, on peut mettre des colmars, par exemple. Et donc à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est que voilà, les nantaises vont arriver avant les colmars et puis on mange les nantaises et puis pour l'hiver, on les laisse les autres et on mange les colmars. Ou soit on met que la même variété, par exemple des colmars, et au fur et à mesure qu'elles grossissent, on les mange quoi. C'est-à-dire que les premières qui seront suffisamment grosses, on les mange pour l'été, et puis les autres on les laisse en pleine terre, puis on les mangera après en hiver. Sachant que les carottes de toute façon ne monteront pas à graines, donc on peut les laisser. Moi, je préfère faire un seul semis dès le mois de mars parce que le problème, c'est qu'après, il fait trop chaud. Donc, si on s'amuse à faire un semis, par exemple, au mois de juin pour l'hiver, bon, s'il fait trop chaud, voilà, ça peut être délicat, quoi. Donc, le mieux, c'est de tout faire en même temps, sachant que ça peut rester dans le sol toute une saison sans problème. Voilà, après, les premières qui arrivent, on les mange et puis les autres, on les garde après pour l'hiver. Pour les poireaux, donc les poireaux, c'est donc le semis, ça va être vers le mois de mars. Et c'est pareil, là, ça va rester. Le repierrage en général se fait vers le mois de juin, enfin mi-juin ou fin juin. Donc là, ça va occuper la totalité de la planche toute la saison, quoi. Ensuite, là, donc là, on mettra des pastèques. Alors les pastèques, c'est un peu comme les melons. Ça dépend des variétés, mais des fois ça peut être très groupé. Donc après, faut voir quoi. Soit on fait comme les melons, on décale, c'est-à-dire qu'on fait un premier semis, enfin un deuxième semis 3 semaines, un mois après le premier semis. Donc celui-là par exemple en avril et puis celui-là en mai. Ou alors on plante tout direct et puis on voit quoi. La récolte en général, c'est à partir de d'août. Ouais, voilà, août. Ensuite, donc voilà, on enchaînera par des brocolis de deuxième semis.
Donc c'est-à-dire que ceux-là, on va les semer, ça va être 1er août, pour les récolter vers le mois de janvier. Donc ça fera un décalage par rapport au premier semis. Donc le premier semis, normalement, on aura déjà tout mangé. Donc après, ça permettra comme ça d'avoir à partir du mois de février d'autres choux-fleurs, d'autres brocolis, etc. Donc ensuite, on a les poivrons là. Donc les poivrons, ça va occuper. On va les laisser sur la planche toute la saison. Parce que eux, on peut les laisser assez tard. En général, ça peut rester sur place jusqu'en octobre. Octobre. Donc là, pour les radis, alors il y aura plusieurs semis. Parce que si on s'amuse à faire un seul semis sur la totalité de la planche, là, ça va faire beaucoup trop de radis. Ça sera énorme. Sachant qu'en plus, les radis, ils montent assez vite à graines. Donc il faut les manger quasiment. On a un mois pour les manger, quoi, grand maximum. Donc le mieux, c'est de faire plusieurs semis. Par exemple, un premier semis sur 1 mètre. Ça va déjà en faire pas mal, hein. Et après, et un mois après, on fait un deuxième semis, voilà, d'1 mètre aussi. Ce qui fait que quand on aura fini de manger celui-là, on pourra commencer à manger l'autre, et etc. On alterne, ce qui fait qu'on a toujours des radis. Donc là, les premiers radis, le premier semis va être semé vers mars. Et après, vers le 15 août, on va semer des radis d'hiver. Donc eux, il faut les semer assez tôt. Sinon, autrement, ils seront pas suffisamment gros. Si par exemple on les sème en septembre, ça va faire des tout petits radis. Ça, c'est des radis roses de Chine qui deviennent énormes. Rien à voir avec les radis d'été, hein. C'est 5 à 6 fois, peut-être même plus gros. Donc voilà. Ensuite, donc les haricots verts, ça c'est un deuxième semis, donc la date je me rappelle plus. Ça sera remplacé, une fois que ça sera terminé, ça sera remplacé par des choux kale. Donc le semis de choux kale, ça doit être vers 1er juillet ou 15 juillet. C'est un peu plus tard que les autres, que les brocolis et les choux-fleurs de premier semis, parce que ouais, ça c'est un premier semis. Parce que ça en fait on récupère les feuilles, donc ça peut rester toute une saison quoi. C'est pas comme le brocoli ou le chou-fleur où au fur et à mesure que voilà les fruits apparaissent, on les mange et après il reste plus rien. Tandis que là, voilà, c'est des feuilles, donc ça va continuer à pousser. Donc c'est pour ça qu'on fait un seul semis. Faut pas les planter trop tôt parce que moi je me suis aperçu en faisant plein d'essais que les feuilles ont tendance à jaunir à partir si on les plante très tôt, par exemple, on peut avoir les feuilles qui jaunissent vers le mois d'octobre. Et en général, c'est mieux de les manger à partir des premières gelées, parce que c'est là qu'ils deviennent un peu plus sucrés. Parce qu'en fait, la plante, pour résister au gel, fabrique du sucre. Donc c'est pour ça qu'ils deviennent un peu plus sucrés. C'est une sorte d'antigel, en fait, le sucre. Donc l'idéal, ouais, c'est 1er juillet, 15 juillet. Voilà, comme ça. Voilà, il est ni trop gros, ni trop petit. Donc là, comme vous n'avez pas de serre, donc on va utiliser des tunnels nantais. Parce qu'il y a des légumes qu'on va planter assez tôt. Je pense par exemple aux petits pois. Et bon, les petits pois, on les sème dès mars. Et le problème, c'est qu'à cette période-là, souvent, il pleut beaucoup. Et les petits pois n'aiment pas l'excès d'eau. Le risque, c'est que soit les graines elles pourrissent, ou ensuite, après, les feuilles jaunissent. Donc au début, il faut quand même les protéger de l'eau, quoi, de l'excès d'eau. Donc c'est pour ça que c'est mieux de les mettre au départ sous tunnel nantais et puis une fois qu'ils sont suffisamment grands, retirer le tunnel nantais. Là, et tout ce qui est culture d'hiver aussi, il faudra impérativement les mettre sous tunnel nantais, protégés par des bâches. Les légumes d'hiver, c'est pas le froid qui les dérange, parce que ce sont des légumes d'hiver, donc le froid, ça leur pose pas de soucis. Le problème, c'est l'eau, l'eau de la pluie. Parce que l'association eau plus froid
Ah, voilà, ça va faire pourrir toutes les racines, tous les légumes. C'est pour ça que ça sera très compliqué, par exemple, d'amener des choux-fleurs, des brocolis, là, ou même des chouquelles, jusqu'en janvier-février, quoi. Ça va être très compliqué, à mon avis, ils seront pourris bien avant, quoi. Sauf si vous habitez dans une région où il pleut pas beaucoup, ouais, dans ces cas-là, il n'y aura pas de souci. Mais si vous avez un hiver où il pleut quand même pas mal, là, ça va être compliqué, hein. Franchement, si c'est pas, si vous les protégez pas, autant pas en faire parce que ça, il y a peu de chances que ça réussisse, quoi. Voilà. Il y aura aussi des cultures qu'on va protéger donc pendant la saison de l'ombrage, du soleil, qui auront besoin d'un ombrage. Je pense par exemple aux salades. Donc ça sera, voilà, c'est pareil, on se servira des tunnels nantais, des arceaux pour mettre par-dessus un filet d'ombrage. Il y aura des cultures qui auront besoin d'être protégées des insectes. Donc on mettra des filets anti-insectes pareil sur les tunnels nantais. Je pense notamment aux radis qui sont sensibles à l'altiste. C'est un espèce de une petite, enfin c'est pas, ça ressemble à une petite puce quoi, une petite puce noire et qui bouffe les feuilles. Ensuite, je pense aussi aux poireaux qui auront besoin d'être protégés de la mouche du poireau. Il y a les carottes aussi qui ont besoin d'être protégées de la mouche de la carotte. Et surtout aussi tout ce qui est choux. Alors les choux, il faut impérativement les protéger avec des filets anti-insectes parce que là, sinon autrement, ils se font bouffer partout. Que ce soit les chenilles des papillons, que ce soit aussi, il peut y avoir aussi des fois des alérodes. Ben, c'est surtout sous bâche. Enfin bref, ils se font attaquer un peu partout quoi. Donc c'est mieux de les protéger. Enfin bon, tout ça, je vous expliquerai ça au fur et à mesure, hein. Ouais, donc là, il y a aussi un sens de rotation pour éviter qu'une même culture revienne l'année suivante sur la même parcelle. Donc c'est pour ça que c'est par exemple tout ce qui est ici. Les patates l'année d'après passeront ici et les choux Bruxelles passeront ici et ainsi de suite. Ou alors dans l'autre sens, comme vous voulez, peu importe. Mais de toute façon, faut mieux éviter qu'un même légume revienne plusieurs années de suite sur la même parcelle. Quoique, bon, il y a peu de risques que ça apporte vraiment des problèmes. Il faudrait que ça reste en place vraiment très très longtemps. Mais bon, c'est mieux dès le départ, de faire une rotation. Et puis comme ça, voilà, après on se prend plus la tête. On sait que chaque année, ça bouge. Voilà, et terminé, quoi. Oui, donc là, j'ai pas parlé des fruitiers, mais vous pouvez très bien enchaîner derrière en mettant des parcelles. Par exemple, là, vous pouvez mettre une rangée de myrtilles, après une rangée de cassis, une rangée de groseilliers, enfin, etc., de framboisiers. Vous pouvez très bien mettre tout ça derrière, hein, si vous avez un terrain suffisamment grand. Sinon, autrement, vous les mettez ailleurs dans d'autres coins du terrain. C'est pas la peine de les inclure à l'intérieur d'une barrière anti-limaces, hein, parce que de toute façon c'est des légumes ça craint pas enfin c'est des fruits, ça craint pas les limaces. Éventuellement les oiseaux pour les mettre par-dessus un filet anti-oiseau. J'ai pas parlé aussi des aromatiques. Donc bon, les aromatiques, vous mettez-les où vous pouvez, hein. Par exemple, vous les mettez ici en dehors des légumes. Ouais, donc sinon, par rapport aux cuves d'eau, pour les remplir, vous utiliserez un tuyau d'arrosage, hein. Comme ça, vous mettez le tuyau à l'intérieur de la cuve, et pendant ce temps-là, vous allez faire autre chose, et puis voilà, ça se remplit tout seul. Je pensais aussi au niveau par rapport au soleil de l'implantation là, donc pas d'ombre, hein. Faut qu'aucun légume soit constamment dans l'ombre. Alors là, sinon autrement ça va être la catastrophe, hein. Au mieux donc soit en plein soleil, enfin ouais en plein soleil, et puis on protégera les légumes qui sont plus sensibles au soleil par des filets d'ombrage. Ou alors mi-ombre. Mais bon, le problème c'est que il y a des tomates les tomates par exemple, les aubergines, tout ça, ça préfère quand même le soleil. Donc voilà.
Donc voilà, l'idéal c'est d'avoir d'exposer tout ça en fait au soleil et puis de protéger ce qui est un peu plus sensible au soleil par des ombrages. C'est le plus simple parce que si on commence à, à essayer d'orienter tel légume pour pas qu'il ait trop de soleil, voilà, et d'autres machin, ça va être compliqué. Donc c'est pour ça on met tout en plein soleil et puis ce qui a besoin d'être protégé du soleil, on met un filet d'ombrage et puis voilà, terminé. Oui, donc pour ceux qui auraient pas un terrain suffisamment grand pour mettre toutes les planches de culture là, ou à ce moment-là, vous supprimez tout ce qui est deuxième semis, par exemple concombre deuxième semis, courgette deuxième semis, voire éventuellement aussi brocoli, chou de deuxième semis. Comme ça, même à la limite les patates aussi. Voilà, vous faites comme vous pouvez. Par contre, ce qui est obligatoire, c'est la largeur des parcelles à 1 mètre. Ça, il faut impérativement le respecter. C'est à la fois pour pouvoir avec la main être à la moitié de la parcelle, mais aussi par rapport au tunnel nantais, il faut avoir cette largeur-là. C'est mieux pour mettre les tunnels nantais. Voilà. Ah oui, sinon aussi, ce qui est impératif, c'est de respecter les différentes successions de légumes. Parce que il y a des légumes, les légumes d'hiver, ils vont arriver après les légumes d'été. Et il faut que les dates correspondent. C'est-à-dire que la fin de la récolte du légume d'été, il faut pas qu'elle soit trop tard pour que le légume d'hiver, lui, il a besoin d'être planté, quoi. Donc voilà, c'est quand même supprimer des trucs, mais supprimez pas, par exemple, mettez pas par exemple des choux-fleurs dans d'autres trucs. Essayez de respecter les associations légumes été-hiver. Ce sera plus pratique, sinon autrement vous allez galérer, vous allez vous retrouver avec des trucs à replanter alors que vous aurez toujours pas récolté, enfin etc. Donc là, vous avez le temps pour réaliser les différentes parcelles. Là. Vous avez jusqu'à les premiers semis seront en mars. Donc là, vous avez jusqu'en mars pour faire ça tranquillement, voilà. Sachant que là, dans les allées, si vous avez de l'herbe, par exemple, vous avez votre terrain, il y a de l'herbe partout. Vous retirez, enfin vous laissez l'herbe dans les allées, hein. Vous tondrez, voilà, quand il y aura besoin de tondre, ça sert à rien de virer toute l'herbe qu'il peut y avoir partout. Là où l'enlever, c'est là où il y aura des parcelles, quoi. Donc après, il y a plusieurs solutions. Soit c'est de mettre des bâches ou des cartons. Par exemple, admettons que là vous avez fait votre parcelle de 1 mètre sur 4 mètres ou 6 mètres. Ensuite, et qu'il y a de l'herbe à l'intérieur, vous mettez soit des cartons par-dessus, soit des bâches. Ce qui fait qu'arrivé au printemps, l'herbe logiquement normalement aura disparu. Ou soit vous la tondez un maximum, vous retournez la terre, et puis vous la laissez comme ça, la terre, jusqu'au moment de la plantation. Après, c'est à vous de voir, quoi. Sachant que, ouais, donc ça serait bien quand même, surtout si vous avez une terre argileuse, de la retourner quand même une fois avant la plantation du mois enfin du début de printemps. Je remettrai une vidéo là-dessus, j'en avais fait une, mais bon, je la remettrai dans quelques jours, je vais la remettre en ligne. Parce que c'est mieux en fait de retourner la terre à la bêche, quoi. Bah, je vous expliquerai ça plus tard.